bon week-end chez vous. Séminaire de renforcement des capacités des ministres pour la mise en œuvre de la gouvernance du chef de l'État basée sur la vision Le Peuple d'abord. Voilà le thème du débat d'aujourd'hui entre Félix Kaembe, communicateur d'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, et Walter Boulabumba, chercheur en philosophie politique. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour madame. Lancé hier, jeudi 22 juillet 2021, le séminaire du gouvernement intitulé « Créer une dynamique de changement pour la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats » prendra trois jours. Pourquoi cette mise à niveau alors que c'est un gouvernement de guerriers? Walter Boulabumba. Bien sûr, merci madame. Je commence par saluer tous les téléspectateurs d'Apic TV que je rencontre toujours avec le même plaisir. Et bonjour aussi à M. Félix Kaembe que je retrouve pour la deuxième fois. Oui. C'est tout à fait normal que lorsqu'un nouveau gouvernement est mis en place, que le chef de file de cette nouvelle majorité, qui en principe c'est Félix Tshisekedi, le président en place, puisse donner sa vision des choses à tous les membres de l'équipe gouvernementale. Vous savez, nous sommes dans un pays où parfois les gens viennent au gouvernement sans savoir ce qu'ils viennent faire effectivement. Alors, le temps était bien indiqué, les moments étaient vraiment bienvenus pour qu'à travers ces séminaires, une pensée claire et nette de la vision du chef de l'État puisse être communiquée. Vous vous rappelez, madame, lors de son discours de 6 minutes, ce discours qui a ébranlé beaucoup de fondements, M. Félix Tshisekedi avait parlé de la redynamisation de l'action gouvernementale. Certainement qu'il a vu qu'avec le gouvernement de la coalition FCC cache des tristes mémoires qui étaient en place. C'est comme si l'action gouvernementale n'était vraiment pas canalisée, n'était pas coordonnée, n'était pas harmonieuse. Alors, il a fallu donner une nouvelle dynamique à l'action gouvernementale. Et ce gouvernement qui est venu, et malheureusement, ces séminaires, moi je pense qu'il arrive un peu tard. Bon, en français, on dit mieux vaut tard que jamais. Mais du moins, je crois que c'était vraiment les moments indiqués pour que les ministres qui viennent au gouvernement comprennent qu'est-ce qu'ils viennent faire. Ils le font sous la conduite de qui et quels sont les objectifs qu'ils poursuivent. Et pourquoi vous dites que c'est venu un peu tard? Je dis que c'est venu un peu tard parce que depuis que ce gouvernement est mis en place, moi je me demande, ces ministres ont travaillé selon quelle vision? Parce que n'oubliez pas que c'est aussi de, comme on dit en lingala, de Sanguissa dans ce gouvernement. Oui. Il y a des katombistes, il y a des bémbistes, il y a des tissékédistes, il y a des anciens kabylistes et tout ça. Bon, il faut maintenant communiquer une même et seule vision à tous ces gens-là. Oui. Alors, c'est un peu tard parce qu'on se demande comment ils ont pu travailler jusqu'à-là. Et d'ailleurs, je vais finir, d'ailleurs, vous allez remarquer que ça et là, il y a quand même certaines voix un peu discordantes qui s'élèvent au sein même de cette fameuse majorité de l'Union sacrée. Bon, c'est à craindre encore qu'on revive l'époque FCC cache, madame. C'est pourquoi je dis que c'est un peu tard. Ben justement, c'est la crainte, Félix Kaembe, parce que lorsque votre collimateur dit que c'est venu assez tard et que sur quelle base ce gouvernement a travaillé jusque-là, c'est la question qu'on se pose. Parce que sur base de quoi alors a été fait le recrutement? Merci beaucoup d'abord pour l'invitation, madame Lélas. Je salue tous ceux qui nous suivent pendant ce moment, les téléspectateurs de la PIC Congo. Je salue tous ceux qui sont à la technique, à la régie, à la PIC TV et télé, et aussi bien Russell Motoke qui nous accompagne. Merci pour la question. Je pense que Félix Tshisekedi, c'est un homme qui a compris ce qu'il fallait faire à son temps, c'est-à-dire mettre les gens qui doivent travailler pour la nation. Vous savez, lorsque nous étions avec les FCC, il y avait beaucoup de soubresauts et tout. Les gens ne travaillaient pas pour le peuple congolais, mais plutôt ils travaillaient pour leurs propres comptes. C'est pour cela que Félix Tshisekedi, notre président de la République, produit fini de la population congolaise, a pu inviter les fils et filles pour que nous puissions répondre à son invitation par rapport à l'Union sacrée. Et les gens ont travaillé sur base de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que celui-ci a dit, écoutez, nous avions connu beaucoup de problèmes dans notre pays, les gens n'ont pas pu donner les meilleurs des mêmes pour que le peuple congolais puisse se retrouver, et donc il fallait assez que nous puissions monter, créer cette union sacrée. Dans cette union sacrée, Félix Tshisekedi leur avait dit, c'est le peuple qui doit être au centre de tout, il faut que le peuple puisse se retrouver. C'est pour cela, aujourd'hui, nous disons, il y a quand même beaucoup de prouesses dans la gestion de la République. Vous n'avez qu'à voir le réserve d'échange
qui ont augmenté aujourd'hui déjà à la hauteur des 3 milliards de dollars. Ça montre la suffisance que ce sont des gens qui travaillent pour la population congolaise. Vous n'avez qu'à voir aussi Bokanga Lonzo qui a repris encore avec ses activités, c'est dans les domaines social, même sur les marchés, les prix déjà c'est à 22 000 francs, un sac de farine. Et aujourd'hui, j'étais très émerveillé quand j'ai appris que le ministre de l'économie a eu à prendre langue avec les grands importateurs. Et ils se sont convenus pour dire d'ici peu, on doit revoir encore à la baisse le prix des surgelés. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment une vision du social. N'oubliez pas que Félix Tshisekedi, qui est ici des moule démocratiques, les partis politiques dans lesquels Tshisekedi est ici, c'est l'IDPS. Donc nous sommes de la social-démocratie. Ce que nous sommes en train de faire, nous, c'est les peuples et les peuples d'abord. C'est pour cela que nous disons, tout celui qui a besoin de travailler avec le président de la République, tout celui qui a besoin d'avoir l'adhésion de la population congolaise, doit travailler d'abord pour les peuples congolais. Et donc, la vision par rapport à la question que vous aviez posée, madame, la vision sur laquelle les membres du gouvernement qui ont été nommés se sont appuyés, c'est la vision du peuple, c'est-à-dire le bien-être de la population congolaise. Je m'en souviens, à chaque fois que vous êtes avec le président de la République, il cesse de vous dire nous acceptons de quitter les pouvoirs un jour, lorsque nous arriverons à la fin de notre mandat, même si nous sommes pauvres, que nous puissions partir pauvres, mais que les Congolais et les Congolais puissent s'y retrouver. De temps en temps, lorsque nous sommes même avec le secrétaire général Augustin Kabouya, que nous saluons en passant, il nous dit, le président de la République le répète maintes fois, travaillons pour la République, travaillons pour le peuple congolais. Et donc, la vision du chef de l'État, c'est le peuple d'abord. C'est pour cela, le slogan le plus célèbre chez nous à l'IDPS, c'est le peuple d'abord. Depuis Etienne Tshisekedi à Moulumba, à chaque fois que l'on pouvait lui poser des questions, à chaque fois qu'on pouvait lui proposer, je ne sais pas, des fonctions et autres, il disait, est-ce qu'il y a encore l'intérêt du peuple dans ce que vous me proposez? Donc, nous, c'est le peuple. Voilà, donc on comprend que les membres du gouvernement, de l'exécutif congolais ont été recrutés sur base de quotas de partis politiques, ça c'est clair, on ne va pas se le cacher, mais le président rappelle à l'ouverture de ce séminaire que l'heure n'est pas de satisfaire aux caprices des autorités morales. Il faudrait, donc voilà, donc l'heure n'est pas, mais il faudrait intérioriser cette vision du peuple d'abord. Alors ma question c'est de savoir les tensions qui ont été senties dernièrement et qui continuent à être senties entre différents membres de la coalition au sein de l'Union Sacrée elle-même. Est-ce qu'elles sont à même d'ébranler cette Union Sacrée d'après vous? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, vous avez anticipé quelque chose sur laquelle je voulais revenir. Je pense que sincèrement l'actualité relative à l'éventuelle fissure au sein de l'Union Sacrée aurait fortement milité pour que ce séminaire se tienne. Lorsqu'il fait allusion à la satisfaction des désirs, des caprices de certaines autorités morales, bien sûr, entre guillemets, moi je me dis c'est une mise en garde sévère que Félix Tshisekedi met, donc lance à l'égard des ministres. Parce qu'en ces moments-là, et comme je disais tantôt, nous risquions de revenir à la fameuse coalition FCC-CACH où nous avons déjà au sein du même gouvernement, mais un gouvernement qui n'est pas harmonieux, un gouvernement au sein duquel les différentes tensions se font sentir. Et vous n'avez qu'à voir l'actualité, par exemple, on le dit. Ça et là, des gens disent de devoir quitter le gouvernement, mais entre-temps, les ministres qu'ils ont délégués au sein du gouvernement, ils ne disent rien. Et mon parti politique, par exemple, qui m'a délégué au sein du gouvernement, critique l'action même gouvernementale. C'est à se demander si on est, à la fin de compte, dans l'opposition ou on est au sein de la coalition gouvernementale. Alors, je pense que ces désordres-là, ces désordres naissants, heureusement, ces désordres naissants, a milité pour que ce séminaire se tienne aujourd'hui. Et là, je salue quand même cette vision du chef de l'État, parce qu'il a voulu que les choses se passent ici. Madame, vous allez vous rappeler, sur ce même plateau, j'avais dit deux choses. Je crois que c'était en 2019 ou 2020, je ne sais plus. J'avais dit que je regrettais du fait que Félix Tshisekedi, en son temps bien sûr, avait été incapable de transformer la majorité parlementaire en une majorité présidentielle. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Je pense que sur ce même plateau, j'en appelais à la création d'une union sacrée autour de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est chose faite. Maintenant, il faut que les fruits de cette union sacrée, il faut que les résultats puissent se faire sentir maintenant. Une fois sur ce plateau, vous m'avez demandé que demande le peuple. Effectivement, quand on dit le peuple d'abord, que demande le peuple? Le peuple demande
à manger suffisamment et à faible coût, la scolarité des enfants, et les soins médicaux, etc. Juste des besoins élémentaires là. Un pays qui a compris que les besoins sociaux élémentaires du peuple constituent la principale préoccupation des dirigeants, ce sont ces pays qui restent tranquilles, les dirigeants sont tranquilles. Et ces pays sont appelés à se développer. Parce que les citoyens, la population, dans la quiétude de l'esprit, travaillent avec acharnement, travaillent avec objectivité. Et c'est ce travail objectif qui sort du peuple, qui sort le pays du bourbier. Mais lorsque les besoins élémentaires ne sont pas encore satisfaits, on ne va pas trop me demander. Oui. On ne va pas trop me demander. Alors, qu'est-ce qui justifie le fait que malgré ces tensions, arrestation de Vilta Kamere, parce que l'UNC dernièrement a parlé de pouvoir quitter cette union sacrée, la proposition loi sur le verrouillage des postes régaliens, c'est l'ensemble qui en ce moment est en train de faire du boucan. Il n'y a toujours pas de départ comme souhaité et clamé. Oui, madame, je vais d'abord intervenir par rapport à la question de ce séminaire qui se tient de l'autre côté. Vous savez, la mise à niveau est très importante dans la vie professionnelle. Parce que les gens sont restés figés avec des connaissances, des vieilles connaissances et tout. Et vous allez voir que pour donner les meilleurs d'eux-mêmes, ça devient encore difficile. On dit la science est dynamique et n'est pas statique. Donc, je suis très content et très heureux. Et donc, quand vous regardez ce que le président de la République est en train de faire, c'est une démonstration ou soit une volonté de voir les choses aller dans les bons sens, dans les chefs de ceux qui sont nos responsables dans la gestion de la République. Je pense, après cette mise à niveau, il faut qu'il y ait aussi une évaluation. Parce qu'il ne faut pas seulement que nous puissions avoir les séminaires et à la fin, qu'il n'y ait pas une évaluation. Cela va montrer à suffisance les ministres qui sont performants pour qu'ils puissent continuer. Et ceux qui ne sont pas performants, je pense qu'il doit y avoir encore d'autres mécanismes pour chercher comment récupérer cela et qu'ils soient encore performants. Mais ceux qui vont acquiser, je ne sais pas, une certaine insuffisance, il faudrait assez qu'il y ait quand même un changement. Mais pourquoi parler d'insuffisance ou quoi que ce soit, puisqu'on nous garantit que ce sont des experts qui sont là. Quand on donne le nom de Warriors, quand même, c'est... Non, madame, mais je ne suis pas de ceux-là qui tombent dans les fanatismes aveugles, parce qu'il n'y a pas eu un test pour que ces gens-là soient nommés comme ministres. Ça, il faut le dire. Le profil. Madame, on peut avoir un profil, mais sur le terrain, on ne donne pas les meilleurs de soi-même. On n'est pas au rendez-vous par rapport aux aspirations de la population congolaise. Aujourd'hui, moi, je peux parler de Nicolas Kazadi, le ministre des Finances. Oui. Vous voyez comment est-ce que cet homme est en train de travailler, comment est-ce qu'il donne le meilleur de lui-même, même dans la gestion des finances publiques. Nous sommes en train de voir comment est-ce que l'on est en train de mobiliser les fonds, et donc il y a moyen de parler de la politique monétaire aujourd'hui qui est stabilisée. Nous pouvons parler du ministre Tony Mwaba. Vous voyez dans son secteur comment est-ce qu'il a découvert d'abord les gens fictifs, il a découvert pas mal de choses, les écoles. Donc nous disons aujourd'hui, il y a des ministres qui travaillent, voyez-vous. Donc je ne vais pas peut-être citer tous les ministres qui donnent le meilleur des mêmes. Déjà que vous citez que les vôtres... Non, je cite d'abord ceux qui sont actifs sur le terrain, il faut le dire. Je suis en train de voir aussi... on ne fait pas l'apologie des gens. La question, c'était de savoir pourquoi il n'y a pas de départ malgré toutes ces tensions. Donc, j'ai parlé d'abord de cette mise à niveau qui est très importante. Ouais. Et nous demandons qu'il y ait aussi une évaluation pour que nous puissions voir ceux qui ont mieux assimilé et ceux qui n'ont pas assimilé. Et donc, pour moi, les résultats seront sur le terrain. C'est le plus important parce que les Congolais sont en train d'attendre au moins les résultats. Par rapport à la question que vous aviez posée, Madame Lilas, il y a eu d'abord une désinformation par rapport à la proposition de loi de Noël Tchani. Les gens qui sont là pour faire du trompe-l'œil ont voulu vendre ce que Noël Tchani n'a pas proposé. Et donc, les experts en mensonge, ils ont pris ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire quand on a parlé de l'ivarité. Il y a eu Henri Konambidi avec Laurent Gbagbo qui sont dans un même camp, et aussi Alassane Ouattara qui était taxé d'un Burkinabé. Oui. Et cette histoire de l'ivarité a fait en sorte qu'il y ait vraiment des soubresauts entre les deux camps de Henri Konambidi avec Gbagbo et Alassane Ouattara. Et voilà comment est-ce que les gens sont morts en Côte d'Ivoire. Mais ici, ce que Noël Tchani a proposé,
ce n'est pas la congolité dans le sens intrinsèque, mais plutôt il s'agit d'un système qui doit verrouiller les fonctions des chefs de l'État pour que celui qui doit accéder à la magistrature suprême soit congolais des pères et des mères. L'article 10 de la Constitution qui parle de la nationalité d'origine, de la nationalité par acquisition, des droits de terre et tout, cela ne remet pas en cause, bien entendu, ce que Noël Chani a proposé. Oui, mais monsieur, alors, il n'y a pas que ça, il y a le procès Caméré aussi qui a créé des tensions. Mais moi, oui, je suis en train d'y arriver, madame. Je répondais d'abord par rapport à la question parce que vous aviez demandé d'un côté ensemble, parce qu'on a parlé de la proposition de loi de Noël Chani. Oui. Pour cela, je disais... les gens ont confondu par rapport à ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire. Maintenant, par rapport à la question de Caméré, je l'ai dit dans un autre plateau, pour dire il fallait que le secrétaire général Willy Kambale puisse avoir de la retenue. Pourquoi? Parce que dans toutes ces sorties médiatiques, c'était comme si il attaquait l'IDPS. Il a même cité que l'IDPS serait derrière le procès Caméré. Et j'ai rencontré les présidents de la République. Et vous pensez qu'ils ont compris maintenant, d'après vos explications, qu'ils ont compris? C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de départ. Madame, aujourd'hui, lorsque le président de la République lui-même a pris la parole, il a dit... Vital Caméré, s'il est sincère, il sait comment est-ce que je suis avec lui. Voyez-vous. Il ne faut pas faire de Félix Tshisekedi un dictateur. Lui-même avait dit la justice doit être faite pour ceux qui sont justes et la justice doit être faite pour ceux qui se retrouveraient dans les comportements un peu malsains. Maintenant, madame Lilas, donnez-moi une minute. Vous savez, un haut cadre de l'INC, celui qui était secrétaire général, Jean Baudemaillot, lorsqu'il monte au créneau dans ligne des chaînes radio de la place, il vous dit, ce procès n'est pas politique. Voyez-vous. Parce que pour l'INC, le procès de Vital Caméré était un procès politique. Et donc nous disons, il ne faut pas faire des déclarations au moment où vous-même vous vous rendez compte que certaines choses qu'elle fait comme déclaration, ce sont des fausses déclarations de la supercherie. Mais nous disons ici, écoutez, nous avions appris qu'ils n'allaient pas assister dans des réunions, il fallait que leurs ministres, leurs députés, mais jusque-là, je n'ai pas vu aucun député qui s'est allié à ce que Willy Kambale avait dit, ou soit les ministres. C'est pour dire, ils ont compris pour montrer à la face du monde que le procès Vital Caméré, ce n'est pas politique, mais plutôt c'est un procès juridique. Voilà. Monsieur Walter, le chef de l'État a appelé tous les ministres à bien assimiler cette formation afin de répondre aux cris de détresse de la population. Et tout à l'heure, vous avez énuméré quelques, on va dire, quelques besoins de la population. Vous avez parlé de manger, vous avez parlé de soins de santé primaire, de l'éducation. Oui, l'emploi aussi. L'emploi, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui... jusqu'à présent, a déjà été fait depuis l'investiture du nouveau gouvernement qui est sur cette voie-là de répondre à ces cris de détresse? Bon, c'est une question difficile parce que là, c'est une façon de nous demander de faire pratiquement une évaluation à mi-parcours de ce gouvernement. Oui, vous avez le droit. Bon, peut-être j'ai ce droit en tant que citoyen congolais, mais je me dis que sur le plan social, d'abord je commence sur le plan économique. Sur le plan économique, je pense qu'il faut être aveugle pour ne pas se rendre à l'évidence que le gouvernement Sama Lukonde a fait des performances. Je vais y arriver. Mais sur le plan socio-économique, là, ça traîne encore. Parce que jusque-là, si je peux prendre une mesure emblématique, une mesure qui est sur le point de devenir emblématique, notamment la baisse des prix des produits surgelés, jusque-là, ça traîne. La baisse du coût des billets d'avion, je ne sais pas si la chose a enfin été formalisée ou pas. Jusque-là, ça traîne. Alors, c'est là où il faut avoir le courage de dire que le bilan est mitigé. Le bilan est mitigé. Mais lorsque je prends un aspect comme la gratuité de l'enseignement de base, même si ce n'est pas le gouvernement Sama Lukonde qui l'a mise en place, mais nous pouvons quand même dire avec satisfaction que l'homme de l'IDPS, monsieur Félix Ayebe l'a dit, et nous voyons un ministre comme Tony Mwaba qui mouille le maillot, qui retrousse les manches, qui est sur le front, et il est en train vraiment de montrer qu'effectivement la gratuité de l'éducation des bases, c'est une mesure qui doit être consolidée. Et sur ces points, coup de chapeau. Mais sur les autres plans, notamment sur le plan social,
sur le plan du manger, je pense que là, le gouvernement doit encore revoir ses calculs. Et d'ailleurs, laissez-moi, je vais revenir sur ce que je disais sur le plan économique. Oui. Sur le plan économique, pourquoi je dis que le parcours est satisfaisant. Vous savez, contrairement à ce que certaines personnes disent, hein, j'entends des gens qui vantent certains premiers ministres, notamment Adolphe Muzito, il aurait. Mais tous les économistes sérieux savent que lorsque le Fonds monétaire international se retire d'un pays, ça signifie que sur le plan économique, ce pays n'a pas offert de garanties sérieuses. Et c'est ce qui s'est passé en 2013. Le FMI est parti. Alors qu'on nous vante les bilans de certaines personnes parce qu'ils sont dans l'opposition aujourd'hui, je pense que ça c'est une distraction. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le chef de l'État s'est battu. Le ministre des Finances actuel est venu, il s'est battu. Et les résultats sont là. Le FMI a, pour la énième fois, signé un programme avec la République démocratique du Congo. Parce que lorsque le FMI signe un programme avec un pays, ça signifie que ces pays offrent des garanties sérieuses sur le plan de la transparence dans la gouvernance. Ensuite, ces pays offrent des perspectives meilleures sur le plan économique. Vous savez, madame, je crois que c'est une question d'information aussi. Lorsque vous allez par exemple dans certaines banques centrales, notamment à la BCE, la Banque Centrale Européenne, les investisseurs ne commencent pas par aller à la bourse, hein. Ils vont d'abord à la BCE. Parce qu'auprès de la BCE, les investisseurs sérieux trouvent toutes les informations économiques et toutes les perspectives financières possibles sur un pays. Lorsqu'on arrive dans un pays, on vous dit que dans ces pays, bon, ces pays n'a pas un programme avec le FMI. Les investisseurs sérieux ne viendront jamais. Ils ne peuvent pas venir. Mais lorsqu'on dit par exemple que la RDC a une fois de plus repris sa coopération effective avec le FMI, son programme avec le FMI, on dit ok, maintenant le pays redevient sérieux sur le plan des investissements, tout ça, alors nous pouvons y aller. Et moi je suis convaincu que dans les tout prochains jours, ce programme avec le FMI qui ouvre de nouvelles perspectives fera que les fruits soient récoltés. Donc il y a encore espoir avec ce gouvernement. Avec ce gouvernement, il y a encore espoir. Mais sur le plan social, sur le plan de la manger, sur le plan du manger, de la nourriture, de la bouffe, comme disent les Quinois, je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. Mais malheureusement, les dossiers de baisse des prix des surgelés, ça traîne. Oui, mais nous avons encore d'autres dossiers pendant la grève des médecins, par exemple. La grève des médecins, ça c'est... Et vous qui êtes professeur aussi en ce moment, de votre côté, toutes les garanties sont OK? Madame, je ne suis pas professeur. je ne voudrais pas avoir des années avec... Vous êtes chef de travaux. Oui, je suis encore chef de travaux, je ne suis pas encore professeur. Oui, mais vous êtes dans le corps professoral. Oui, non, écoutez, je crois que c'est pas de ça que... ce n'est pas de ça dont il est question. Je ne suis pas mandaté par qui que ce soit pour tenir des propos qui engageraient toute une corporation. Et je me réserve... Parlons des médecins alors. Oui, pour parler des médecins, je suis satisfait parce que les médecins sont quand même en négociation donc les banques syndicales des médecins est en négociation avec le gouvernement. Je crois et j'espère que ces négociations aboutissent pour que les médecins puissent lever leur mois de grève. Vous savez, dans une période aussi délicate comme celle de la crise du Covid-19, que les médecins aillent en grève. C'est grave. Quelle image nous envoyons sur le pays. Voilà. Et je crois que ce sont les points sur lesquels le gouvernement doit absolument se battre. Mais tout en demandant au gouvernement de se battre, je demanderai aussi aux médecins, qui sont des intellectuels, qui comprennent dans quel état se trouvent les finances du pays. Il faut qu'ils comprennent que le gouvernement ne peut pas tout faire à la fois. Bon, le gouvernement aurait promis que les nouvelles unités seraient payées incessamment et qu'avec le temps, on devrait maintenant voir comment on pourrait augmenter les salaires. Et je crois que c'est quand même une proposition intéressante, même si entre-temps les médecins meurent de faim. Mais du moins, on peut serrer la ceinture dans l'espoir que le gouvernement, pour l'une des rares fois, va quand même honorer ses engagements. Alors, ce séminaire de renforcement sur les capacités de l'exécutif congolais sera axé sur 3 thèmes. Le premier thème, c'est les défis et enjeux de développement de la RDC. Félix Kaembe, le Congolais est-il observateur ou participe-t-il à l'amélioration de son milieu? Ça, c'est d'abord une question. Non, de ce côté-là, nous avons encore un problème sérieux, madame, parce que vous allez vous rendre compte vous-même que nous, Congolais, nous ne sommes pas prêts à nous offrir un environnement acceptable. Et cela demande aussi à ce qu'il y ait la culture. Parce que moi, je m'en souviens, tout petit encore, à Lubumbashi,
il y avait ce qu'on appelait les salongos chaque samedi, les chefs du quartier, les chefs des riz, obligeaient nos mamans de faire les salongos et les hommes ont balayé dans des avenues. Donc c'était un peu une culture. Mais à un certain moment, je me suis rendu compte que nous avions perdu cela. Vous allez voir quelqu'un qui prend les immondices dans sa parcelle, qui doit aller jeter cela sur la route. En plus de ça, on n'est pas vraiment prêt pour que nous puissions vivre dans un environnement propre. Donc moi, je demande à ce que les gouverneurs de la ville, parce qu'il faut dire, c'est au niveau du gouverneur des villes, hein, qui vont, je parle du Congo, pas seulement de Kinshasa. Donc ce sont les gouverneurs des villes qui doivent travailler pour que les bourgmestres puissent, bien entendu, s'y mettre aussi. Pourquoi cela? S'il peut y avoir même des taxes, bon, ça reste encore à désirer. On ne sait pas si il peut y avoir une organisation où les gens donnent même 500 francs par parcelle ou soit par porte pour que nous puissions avoir un bon environnement. Et sa participation, moi, oui, il y a cet aspect des choses aussi très important, mais je parlais aussi de la participation dans la vie de sa société, parce qu'on a l'impression que le Congolais attend tout de ses dirigeants. Mais lui-même, que fait-il pour rendre la tâche facile à ce dirigeant-là? Oui, oui. De ce côté-là, Madame Lilas, il y a un président de la République, un président des États-Unis, John Kennedy, qui a dit qu'il ne faut pas demander ce que les États-Unis vont faire pour vous, vont vous offrir, mais vous devez aussi, en tant que citoyen américain, vous poser la question, ce que vous devez faire pour les États-Unis. Mais ici, chez nous, je me dis, nous avons un peuple fort quand même. Nous avons un peuple qui se débrouille. Vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas tellement beaucoup d'entreprises dans ces pays, mais il y a des gens qui vivent, qui scolarisent leurs enfants de par leurs propres efforts. Mais il ne faut pas poser la question plus au peuple congolais, mais plutôt il faut que les dirigeants, ou soit nos dirigeants, puissent nous offrir un climat des affaires, nous offrir un cadre où chacun de nous doit travailler. Pourquoi cela? Parce que je vois certains de nos camarades, certains Congolais qui ont étudié, qui ont terminé, mais l'État n'a pas pu donner le travail à ces gens-là. Et donc, vous n'allez pas demander à ces gens-là qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais d'un côté aussi, de l'autre côté, il y a aussi une question que nous devons nous poser, si nous sommes prêts à travailler pour la République du Congo, parce qu'il ne faut pas que nous puissions seulement attendre le travail dans les bureaux. Il y a le travail où chaque personne peut-être peut créer à son niveau, ou soit donner les meilleurs de soi-même. Même ceux qui travaillent, est-ce qu'ils travaillent vraiment pour la République, ou soit ils travaillent pour eux-mêmes? Vous allez vous rendre compte, lorsque les chefs aillent à faire les audits dans les différentes entreprises, il y a des montants colossaux où les fils du pays ont eu à détourner dans des ministères. Donc moi je me demande que c'est bien pour que nous puissions dire chacun de nous doit donner sa participation à la République du Congo pour l'avancement. Et donc nous sommes dans ce que les juristes disent donna-donna. Donc l'État congolais donne un bon cadre et les Congolais aussi donnent les meilleurs des mains pour que nous puissions travailler. Donc ici, quand même, avec le président de la République, Félix Tshisekedi, il y a cette volonté-là. Parce que lui-même, vous allez vous en souvenir, a parlé, il voulait créer les nouveaux millionnaires. Et donc, cela, c'est pour que nous puissions avoir quand même une classe moyenne. Dans un pays, c'est normal que nous puissions avoir aussi une classe moyenne. Ça va nous aider à ce que nous puissions répondre à beaucoup de choses. Mais je voulais revenir par rapport à la question que vous aviez posée, Madame Lilas, de l'FMI. Vous savez, FMI, c'est une grande institution internationale. On ne peut jamais renouer avec un pays lorsque vous n'aviez pas... Ça, c'était pas une question, c'était un commentaire. Oui, c'était un commentaire où je suis en train de rencontrer Walter. Oui. Ça ne peut pas renouer avec un pays dès lors qu'il n'y a pas la bonne gestion des finances publiques. Vous savez, dans notre pays ici, lorsque Félix Tshisekedi, notre président de la République, est arrivé au pouvoir, il a trouvé 1,2 milliard de dollars dans les comptes, dans les trésors publics. Mais aujourd'hui, nous sommes à 3 milliards. Et quand vous regardez les régies financières comme la DGDA, la DGI, la DGRAD, pour seulement les mois de mai et de juin, ils ont pu mobiliser au moins une recette à la hauteur d'1 milliard de dollars. C'est que pour dire, avec la gestion actuelle de Tshisekedi et Sama Lukonde, montre à suffisance qu'il y a la bonne volonté de la gestion des finances publiques. C'est pour cela que vous avez vu le FMI renouer avec la République du Congo. Pourquoi? Parce que financier d'information, on dit la gestion des crédits, c'est une gestion des risques.
lorsque on donne mal les crédits à un pays, à une société, je ne sais pas, à une banque qui n'a pas la capacité de rembourser cela, et donc c'est celui qui prête qui doit tomber en faillite. Et quand on arrive à faire une étude de faisabilité, on trouve que le pays est viable maintenant. Le pays a la capacité de rembourser les crédits. C'est pour cela que l'on arrive à renouer avec les FMI. Et donc, ce sont des signes qui montrent la suffisance que la gestion d'aujourd'hui, c'est une bonne gestion. Bon, en revenant à la question que vous aviez posée, madame, nous, Congolais, nous avons une part des responsabilités et l'État congolais aussi a une part des responsabilités. Oui. Les Congolais, en ce que je sache, sont des gens qui sont vraiment des débrouillards, qui sont des gens qui passent tout leur temps à chercher de l'argent parce qu'ici dans notre pays, nous avons beaucoup de millionnaires qui n'ont jamais travaillé dans une entreprise, qui n'ont jamais été ministres. Il a commencé ses petites activités, il a commencé son commerce jusqu'à atteindre un certain niveau acceptable même dans le monde. Et donc nous disons que l'État congolais puisse nous offrir les bons cadres et que nous aussi nous puissions travailler pour que nous puissions rencontrer les aspirations des uns et des autres. Alors les programmes phares entrepris jusqu'ici, pensez-vous qu'ils rencontrent le réel souci du peuple? On va parler de programme de 100 jours, Chile Gelou, lutte contre la pauvreté. Vous pensez que c'est vraiment ce dont le peuple s'attendait? Bien, madame, c'est une question difficile parce que ça dépend des objectifs que se fixe un gouvernement. Bon, parlant du programme des 100 jours, malheureusement, certains disent que c'était pas nécessaire. C'est un programme juste de prestige, mais qui a malheureusement... Programme de prestige. Je ne sais pas ce que les gens appellent programme de prestige, mais très sincèrement, moi je pense que peut-être lorsque les gens abordent les programmes de 100 jours, ils voient plus les sauts de moutons à Kinshasa. Malheureusement, et selon les informations que nous avons, ce programme a été très large. Il y a des ponts qui ont été jetés sur les rivières, il y a des bacs qui ont été fournis pour faciliter la traversée de certaines rivières, des écoles ont été soit construites, soit réhabilitées, des centres médicaux et hôpitaux, tout ça. Moi, je pense que le programme 100 jours, bien sûr, il a vécu. Il a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il a vécu. Programme de prestige ou pas. Néanmoins, les actes qui ont été posés sont allés dans le sens de rencontrer les préoccupations, les besoins du peuple. Même si ça n'a pas été une réussite à plus de 80%, je crois qu'on a quand même réussi. On a quand même réussi. Le programme Télégélou, bon, je n'en sais pas grand-chose, hein, parce que jusque-là, bon, sincèrement, je n'en sais pas grand-chose. Et la lutte contre la pauvreté? La lutte contre la pauvreté, ça, c'est du chemin à parcourir. Oui. Parce que, vous savez, nous sommes dans un pays où, mon ami Félix est en train de parler des nouveaux millionnaires, tout ça, mais ce sont des gens qui ont évolué dans l'informel. Voilà. Nous savons que lorsqu'on est dans l'informel, déjà, les opérateurs eux-mêmes, ils sont en insécurité, et même l'État congolais perd beaucoup d'argent. Parce que les gens qui opèrent dans l'informel, ils font des opérations qui ne sont pas taxées. Voyez-vous? Mais des fois, ce n'est pas bancarisé aussi. Donc l'informel, c'est l'informel. Moi, je pense que sur ces points, c'est que l'État congolais devait faire. Dans le cadre de certains ministères comme le ministère de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, le ministère de l'Économie, etc. Il faut maintenant voir les opérateurs économiques qui évoluent dans l'informel. Les approcher. Leur demander de formaliser leurs activités. Vous savez, c'est justement quand on vous demande maintenant de vous faire enregistrer, de payer telle taxe, c'est là aussi qu'il y a cette culture-là dans le Congolais qui voit que c'est maintenant trop lui demander. C'est comme les impôts. C'est rare les gens qui perdent les impôts dans ce pays. Justement, c'est cela le problème. Je veux revenir à ce que mon ami Kayembe disait tout à l'heure. Vous savez, on ne peut pas vouloir à la fois une chose et son contraire. Nous voulons que l'État aménage des routes. Nous voulons que l'État construise des hôpitaux. Nous voulons que l'État fasse ceci ou cela. Mais nous-mêmes, déjà, nous refusons de donner ces moyens à l'État congolais. Et en ce moment-là, qu'est-ce que nous voulons que l'État fasse? Par exemple, je vais vous prendre un exemple banal. Vous savez, en Inde, 1 million de femmes indiennes se sont réunies pour créer une banque. Chaque femme a mis juste $1. Et une banque qui commence avec un petit chiffre d'affaires d'$1 million. Alors les femmes ont compris, ça nous fait beaucoup d'argent, $1 million. Et si chacun mettait $5?
Et ils sont allés comme ça, après 1 million, après $1, c'est $5, après $5, c'est $10. Et aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes banques de l'Inde. Maintenant, ces femmes-là, elles ont favorisé l'engagement. Donc, beaucoup de jeunes gens ont trouvé des emplois et ils payent des taxes et tout ça. Donc, c'est comme ça que les choses peuvent aller. Maintenant, lorsqu'on évolue plus dans l'informel, alors, on prive à l'État des moyens nécessaires pour mener sa politique. Changement de mentalité. Je pense que là, c'est un échec jusque-là. Oui. Jusque-là, c'est un échec. Parce que il semble qu'au cabinet du chef de l'État, il y a même toute une structure, une cellule, c'est pas moi, qui est chargée du changement de mentalité, une coordination chargée. Mais qu'est-ce qu'elle fait sur le terrain? On ne voit rien. On ne doit pas se limiter aux petits spots publicitaires qu'on fait passer à la RTNC. Non, il y a beaucoup de médias. Oui. Il y a beaucoup de médias en ligne, il y a beaucoup de médias. Oui, mais est-ce que même le fait, justement, parce que c'était une de mes questions, est-ce que le fait de quoi de diffuser des spots comme ça, est-ce que c'est ça qui change réellement la mentalité? Comment parvenir à changer cette mentalité? Parce que la plupart de ceux que je reçois sur ce plateau, et vous-même une fois vous l'avez dit, que le problème du Congolais, c'est la mentalité, c'est la tête. Si la tête change, le go sera donné et tout partira de là. Mais alors comment y parvenir? Bon, il y a un travail qui doit être mené à plusieurs niveaux. Moi, je pense que les niveaux les plus élémentaires, c'est la cellule de base qui est la famille. Au sein de nos familles, moi je suis parent. Oui. Vous l'êtes aussi. Oui. J'espère que bien sûr. Aussi. Quelles sont les mentalités que nous inculquons à nos enfants par rapport à tel aspect de la vie nationale, sur le plan de la salubrité? Est-ce que nous apprenons à nos enfants comment être propres, comment entretenir leur milieu de vie habituel, sur le plan de la politesse, sur le plan de la corruption, sur le plan du détournement. Tout ça, c'est un travail qui doit d'abord commencer au sein de la famille. Mais les écoles ont aussi un rôle important à jouer. Vous savez, on en a parlé une fois sur ce plateau, avec certains cours qu'on enseigne. Le civisme. Le cours de civisme. Bon, moi, je pense que c'est un cours qu'il faut absolument enrichir et approfondir. Une mise à Malheureusement, on lui donne 1 heure par semaine. 1 heure de cours d'éducation civique et morale par semaine. C'est peut-être parce qu'on se dit qu'il y a la famille aussi qui doit jouer son rôle, le rôle de base. Ah, mais c'est ça. Donc, c'est pourquoi je disais que ça se joue à plusieurs niveaux. La famille, l'école, l'église et l'État lui-même aussi. Moi, je pense que, s'il vous plaît, donnez-moi 1 minute, madame. Cette histoire de cellule de changement des mentalités, je ne vois pas ce qu'elle fait. Je demanderai au chef d'État soit de la dissoudre, ou soit de la redynamiser. Mais dans l'entretemps, je crois que c'est un échec de ce côté-là. Je n'ai jamais vu à quoi ça sert. Merci. Félix Aimé, nous parlons toujours des axes ou des thèmes plutôt qui seront exploités lors de ce séminaire, puisqu'il a commencé hier, il continue encore aujourd'hui. Le deuxième, c'est outils de réalisation avec grande efficacité et efficience de la vision du chef de l'État et du programme gouvernemental. Quels, selon vous, les outils qui doivent être mis à la portée des ministres pour accomplir leur mission? Bon, écoutez, madame, je pense que chaque ministère a sa mission. Chaque ministère a les objectifs à atteindre. Oui. On a ce qu'on appelle les feuilles de route. Les outils que les ministres des différents secteurs doivent appliquer, moi je pense que c'est la justice et l'état de droit que le président lui-même est en train d'imprimer dans notre gestion. Nous avions vu dans ces pays, lorsque vous avez un opérateur économique, il vient et vous dit, écoutez, j'ai quelque chose que j'amène pour investir dans les pays, et le ministre lui dit, pour que je puisse signer, il me faut 30%. Voyez-vous, c'est déjà, vous êtes en train de fragiliser l'action du gouvernement. Parce que le gouvernement, c'est quoi? L'action du gouvernement, c'est quoi? C'est la sommation de toutes les actions dans les différents ministères. Je pense à ce niveau ici, il faut que chaque ministre puisse respecter copieusement sa feuille de route, puisse rester dans les textes, c'est le plus important. Et aussi, on n'a pas besoin de ministres qui restent dans leur bureau climatisé, en train seulement d'attendre les rapports sur le terrain. Mais il faut dire qu'ils ont plusieurs, ils ont des secrétariats généraux. Non, madame, ça reste à désirer cette histoire des secrétariats généraux, ça reste à désirer. Moi, j'ai besoin de voir, je vis chez Robert Okende. La faiblesse de l'administration. Je vis chez Robert Okende, madame, une fois faire une inspection de travail à 8 h du matin. Il arrive au secrétariat général des transports, il a trouvé que le secrétaire général avait 2-3 personnes. Et quand il pose la question, on lui dit, nous sommes plus de 300 personnes. Mais ces gens-là étaient où? Les gens qui ne viennent même pas.
Dans des secrétariats généraux que vous voyez là, madame, ils sont là juste pour prendre l'argent à la fin du mois. Mais pourtant, c'est la force de l'administration. C'est pour cela que moi, j'ai dit, parce que le secrétariat général est sous tutelle du ministre. Oui. C'est le ministre qui est le patron du secteur. Donc, il faut que le ministre lui-même puisse s'imposer pour donner un go, pour donner l'exemple, je vais dire. Vous allez voir que ça va changer. Et donc, les outils, c'est la discipline, c'est appliquer la loi strictement, c'est appliquer la vision du chef de l'État et la vision du Premier ministre. Et le budget, M. Feli, parce que c'est le premier outil, ce budget que nous avons de 6,9 milliards, je pense, de dollars, vous pensez que ce budget-là est réparti en plusieurs ministères, c'est suffisant pour les permettre de mener à bien leur mission? Le budget, madame, étant un outil de gestion, je pense qu'on ne peut jamais laisser un ministère naviguer à vie. Sinon, on ne doit pas avoir les résultats probants. Et j'ai dit par rapport à ce que vous aviez soulevé, c'est très important, il faudrait aussi que ces budgets soient mis à la disposition de différents ministères pour qu'ils puissent avoir la marge de manœuvre ou le moyen de leur gestion. Et donc, s'il n'y a pas les budgets, ça doit poser des problèmes. Mais je pense que chaque ministère, au moins, a un budget, a les frais de fonctionnement qu'on appelle. Les problèmes maintenant, madame, ne sont pas encore au niveau même du budget, parce qu'on peut allouer les budgets à un ministère ou à un autre, mais la gestion maintenant de ces budgets-là, ça pose problème. Lorsque l'on Donc là, nous revenons dans le capital humain. Nous revenons dans le capital humain, parce que vous savez que dans la gestion, on dit le plus important, le capital humain, c'est le premier outil pour une bonne gestion. Parce que si le capital humain nage à contre-courant par rapport à ce qui doit être fait, et donc il n'y aura pas de bons résultats. C'est pour cela que moi je disais ici, comme je vous disais, lorsque vous avez un ministre qui respecte les lois de la République, qui respecte la Constitution, qui respecte sa feuille de route, vous allez avoir les bons résultats, madame. Prenez un exemple, vous donnez à un ministre les frais de fonctionnement. C'est-à-dire, il faut que le personnel soit outillé, équipé, avec des machines, avec des papiers et tout, les frais de déplacement, et que ce ministre-là prenne cet argent affecté à autre chose. Automatiquement, madame, ça doit créer un dysfonctionnement dans les travaux quotidiens de ce ministère-là, et les résultats, il n'y en aura pas. Donc, moi, j'ai dit, c'est bien, nous disons que le budget, c'est un outil de gestion pour donner les meilleurs d'un secteur ou d'un autre. Maintenant, le problème, c'est au niveau de l'affectation, madame. On a vu ici comment est-ce qu'on nous a parlé même pour les problèmes de la Covid-19, la gestion n'était pas aussi si bonne que ça. On a affecté beaucoup d'argent, mais vous allez vous rendre compte que cet argent n'était pas affecté ou alloué à ce qu'il fallait pour répondre à cette question-là. Donc, c'est très important. Pour les outils, oui, les budgets doivent être alloués et affectés, acquis de droit. Les problèmes, c'est au niveau de l'utilisation, madame. Lorsque l'on utilise mal, et donc ne vous attendez pas à quelque chose. Mais je voulais jeter par rapport à ce que Walter disait, madame, aux opérateurs économiques. Hein. Oui. J'ai dit, ici, nous avons des gens qui ont commencé les propres entreprises, qui ont évolué, à atteindre même des millions ou des milliards de dollars. Oui, l'informel, il dit que l'informel... Mais le problème, c'est quoi ici? Les opérateurs économiques, il y a un système qui les encadre. Parce que quand vous importez la marchandise et que vous arrivez à Matadi, à Boma, à Kasumbalesa, il faut payer. C'est ce que nous disons aujourd'hui, les recettes de l'État augmentent par la maximisation des recettes, parce qu'il faut dire que l'IGF est en train de faire son travail. Cet argent-là ne vient pas, je ne sais pas d'où. C'est l'argent qui vient des opérateurs économiques. Ça, il faut le dire. Maintenant, ici, les problèmes, nous étions dans ce que le président de la République a vu très vite à combattre cela, les exonérations. Vous voyez, il y avait un système tel que un général qui se permet de venir voir Mme Lilas pour dire, écoutez, toi tu as importé la marchandise, tu ne dois pas payer dans les comptes de l'État, moi je vais m'afficher là-bas pour dire c'est pour moi, et on dédouane l'histoire sans être payé. Donc je pense que les opérateurs économiques sont en train de payer leurs taxes
là, c'est quand même acceptable parce qu'on ne peut pas dédouaner la marchandise sans qu'ils payent. Ça, ce sont les importateurs, ceux qui sont connus, mais ceux qui sont dans l'informel, ça veut dire, moi aujourd'hui, je fais un commerce et j'ai un chiffre d'affaires, on va dire, d'1 million de dollars. Ça, c'est moi, c'est privé. Je ne suis pas déclaré, je fais ce business-là chez moi à la maison. En quoi j'aide l'État congolais? Maintenant, à ce niveau-là, Madame Lilas, c'est le ministre de l'économie et le ministre du commerce extérieur, voyez-vous, qui doivent travailler vraiment en symbiose pour identifier tous ceux qui sont en train d'exercer les commerces sur les sols congolais. Parce qu'il faut dire, tout celui qui exerce un commerce sur les sols congolais doit à l'État en termes d'impôts. Les pays ne peuvent jamais se construire sans les impôts. Maintenant, le problème, ce n'est pas au niveau de ces gens-là. Vous savez, un opérateur économique, comme on dit, il vise que les intérêts. Il fuit lorsqu'il s'agit des impôts, mais pourtant, l'impôt doit être une culture des citoyens. Maintenant, les problèmes, madame, nous ne devons pas pointer le doigt aux opérateurs économiques, mais plutôt c'est aux gens qui sont censés, permettez-moi les termes, mais ce n'est pas à sa place, les traquer. C'est-à-dire identifier ces gens pour dire, écoutez, monsieur, d'ailleurs, en finance, on vous dit, avec 500 $, déjà, vous pouvez créer une petite et moyenne entreprise. Donc, vous pouvez déjà commencer déjà à payer les impôts. À combien plus forte raison c'est qui ont des 200 000 $, 1 million de dollars. Donc, je pense que les capitaux fuient ou les devises fuient les comptes de l'État, tout simplement parce qu'il n'y a pas une discipline dans les chefs du ministère des commerces et celui de l'économie. C'est à eux de suivre cela. Oui, madame, s'il vous plaît. Je sais que vous avez une question qui vous brûle les lèvres, mais si vous pouvez la garder 1-2 minutes. Parce que je vais quand même rebondir sur des choses très intéressantes que mon co-débatteur dit. Mais j'ai peur, hein. J'ai peur parce que vous avez utilisé 2 verbes. Traquer, s'imposer, notamment lorsque vous disiez que dans le cadre des ministères, le ministre doit s'imposer tout ça. Mais non, j'ai commencé. Au fait, je n'ai pas dit, je dis, permettez-moi les termes, mais ce n'est pas à sa place. Je parlais au moins de l'identification de tous ceux qui sont en train d'œuvrer sur les sols congolais. Bon, ok. Et aussi, à cela, Walter, il ne suffit pas seulement d'identifier les gens, il faut aussi moraliser les gens pour qu'ils aient la culture très bien. Là, on se comprend. Parce que j'étais en train de vouloir dire que nous sommes tous d'accord sur l'importance du capital humain. Dans tout projet de développement, le premier agent de développement, c'est l'homme lui-même. Mais le capital humain doit être entretenu. Très important. Il doit être entretenu. Et parce que lorsque l'on parle de l'état des droits, moi j'aimerais que nous sortions juste de certains carcans. Souvent lorsqu'on évoque la justice, on voit plus la justice judiciaire qui est une justice répressive. Oui, punitive. Oui, mais moi j'aimerais que nous nous mettions la justice distributive. J'aimerais que nous nous mettions dans une large sphère de la justice morale pour pas de la justice distributive. Ça rejoint ce que j'appelle entretenir le capital humain. Je prends l'exemple d'un agent d'un ministère du développement rural qui n'est pas ici à Kinshasa, par exemple qui est à Kenge, dans la province du Congo, je crois. Kenge, c'est le Congo. Cet agent est-il bien payé? Est-il payé régulièrement? Il travaille lui-même dans quelles conditions? Dans le bureau qu'il occupe, dans quel état se trouve ce local? Est-ce que son environnement lui permet d'offrir le meilleur de lui-même pour que son travail soit profitable, utile à l'État congolais? Ce sont tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Ça ne sert à rien de dire il doit s'imposer. Non. Il faut d'abord commencer par améliorer les conditions de travail de ces agents-là. Non, Walter, s'il vous plaît, là, il y a aussi un problème. Quand vous parlez de ça... Je pensais que c'est moi qui avais la parole. Oui, je chute en disant, lorsque vous parlez de ça, s'il vous plaît, non, vous avez souvent un problème très important. Je vais vous dire ceci. Nous devons comprendre une chose. Le ministère qui est ici, une entreprise qui est ici à Kinshasa, avec les agents qui sont à Kinshasa et les agents qui sont en province, tous sont sur les mêmes pieds d'égalité. C'est que pour dire, le même traitement qui doit être ici à Kinshasa doit être aussi en province. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Il s'agit tout simplement de la tête ou de la direction ici au niveau de Kinshasa. Lorsque vous équipez ceux qui sont à Kinshasa, et vous devez avoir aussi les gens qu'on appelle des filiales qui sont en province,
doivent être aussi équipés au même moment, au même niveau que ceux qui sont ici. Et quand la paye passe, la paye doit passer pour tout le monde qui est en province et ici à Kinshasa. Donc ça ne servait à rien de m'interrompre parce que vous n'avez fait que paraphraser mon idée. Je n'ai pas paraphrasé, j'ai ajouté. Justement. Parce que tu n'as jamais contre-courant. Non. Enfin, ça c'est vous qui voyez la chose. Non, j'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Le capital humain, il doit être bien entretenu. Oui. N'est-ce pas? On est d'accord. Il doit être bien entretenu. Pour que l'homme offre le meilleur de lui-même, il doit être placé dans les conditions qui lui permettent de bien faire son travail, afin que ce travail soit profitable à l'État. Dans les cas contraires, on va récolter un fruit contraire à celui qu'on escomptait. Je crois sur ces points. Alors la question, je n'ai pas la question, navigué à contre-courant. S'il vous plaît, la question c'est celle-ci. Quel est le rôle et l'importance du partenariat public-privé congolais pour la croissance de la vie économique? Parce que là, on dit oui, on n'a pas des opérateurs économiques qui ne sont pas déclarés, il y en a qui... Bon, maintenant, le partenariat là, comment est-ce qu'il doit se faire pour la croissance de la vie? Bien, merci. Parce qu'il faut dire, je pose cette question par rapport au fait que même dans le programme 100 jours, nous avons vu, on va dire, le marché congolais aller vers d'autres pays, aller vers un autre opérateur qui n'était pas congolais, alors qu'il y a des têtes ici. Et ça fait mal au patronat congolais. Alors dites-moi, comment est-ce que... Parce qu'en ce moment, le patronat congolais se dit, bon, le public ne nous fait pas confiance, alors nous aussi, on se retire, on fait les choses à notre manière. Mais comment renouer ce partenariat-là? Bon, vous savez que dans une affaire, dans un partenariat, il y a un principe, c'est le gagnant-gagnant. Moi, je suis État congolais. Je voudrais demander le service de X ou Y entreprise. Mais il faut que j'aie des garanties que l'entreprise rendra le service dans les termes, donc dans les délais escomptés. Et selon mes aspirations, on se retrouve, moi qui demande le service de l'entreprise et l'entreprise offreur, permettez-moi l'expression, offreur du service, on se retrouve, on se met d'accord sur certains termes. Par exemple, j'aimerais que ceci soit fait dans 2 ans ou dans 2 mois, etc. Et que ça ait tel aspect, dans telles conditions, etc. Mais lorsque l'entreprise ne m'offre pas de garantie, je ne peux pas aller vers elle. Quand bien même c'est tenu par des Congolais. Je crois que ces débats, on l'a déjà eu sur ce plateau une fois ici. Il y avait Madame Angèle Makombo, il y avait, etc. À ce moment-là, les dossiers Camer n'avaient pas encore répondu. Je me souviens de cette émission, sur ce même plateau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Fort logiquement, nous avons un problème à 2 niveaux. D'abord, les entreprises tenues par les nationaux. Est-ce qu'on leur offre vraiment les possibilités de s'épanouir? Vous savez, madame, nous sommes l'un des rares pays au monde où les gens ont peur d'aller solliciter un crédit auprès d'une banque. D'ailleurs, ça me donne une occasion. Je vais dénoncer cela. Oui. Combien de Congolais sont tenants des entreprises bancaires dans ce pays? Toutes les banques que nous avons, soit elles sont tenues par les Indiens, les Indo-Pakistanais, les Libanais, il y a des Nigérians, tout ça. Les banques comme la banque de Kinshasa qui était une propriété de M. Dokolo, on n'en va plus aujourd'hui à Kinshasa. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque moi je suis un Congolais, je vais solliciter un crédit dans une banque. Je prends mon crédit aujourd'hui, dès le mois prochain, je dois commencer à rembourser. La marche n'est pas plus... Non, ça c'est tuer même la personne qui est venue solliciter ses crédits. Mais lorsque c'est... Bon, je prends un exemple comme ça, que les amis me pardonnent. À supposer que j'étais un Malien et que j'ai ma banque ici. Oui. Vous êtes Congolaise, le délai est différent. Oui. Mais lorsque c'est mon frère malien, il bénéficie de beaucoup de largesse. C'est ce qui fait que la plupart des commerces ici sont tenus par les étrangers parce que les gens offrent des crédits à leurs frères. Maintenant, ça c'est le premier niveau, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est la gestion des entrepreneurs congolais eux-mêmes. Est-ce qu'ils offrent vraiment à l'État congolais des garanties que le service demandé sera exécuté dans les termes et dans le délai? C'est ça aussi le problème. Mais, quel que soit le cas, l'État, donc les publics et les privés doivent travailler ensemble. Ça permet à l'État de se faire aider par les publics et ça permet aussi au même État de recevoir du privé les moyens financiers, notamment en termes de taxes, etc. On va dire il y a l'emploi aussi qui est... Oui, ça permet aussi au privé de développer leurs affaires. Oui. Parce que, je prends l'exemple des Africas.
Safricas. Safricas était resté longtemps là. Il y a même des gens que je connais qui travaillaient Safricas qui avaient fermé. Mais avec le programme 100 jours, lorsque Safricas a eu un marché, j'ai vu les gens revenir. Hein. Safricas a essayé de revivre quand même, tant soit peu. Ils ont essayé de revivre. Et je crois que dans ces cas-là, le partenariat privé-public est très important parce que ça bénéficie et à l'État congolais et au privé. Et en ce moment-là, il y a les emplois qui sont créés. Et il y a aussi la confiance. Oui, surtout Il y a aussi l'aspect confiance parce que, à supposer que telle entreprise congolaise a réalisé un travail formidable. L'ambassadeur du Togo, par exemple, qui a en RDC, dit cette entreprise est sérieuse. Oui, justement. Lorsqu'il y a une offre au Togo là, il propose, non, à Kinshasa, nous avons une entreprise comme ça qui peut rendre ses services et mieux que les autres, et ça passe. Alors, dans ce cas, Félix Kayembe, les banques doivent-elles revoir leur politique d'octroi de crédit au privé congolais? Moi, je dis oui. Parce que, oui, mais là, l'impulsion doit venir de qui? Parce que chaque banque, comme vous avez dit, chaque banque a sa politique d'octroi de crédit. Mais, au fait, toutes, elles sont sur le territoire congolais et elles sont régies par c'est le ministère de l'économie, c'est ça? Oui. Les banques. Oui, il y a les ministères de l'économie, il y a les ministères, oui, économie, il y a les finances, bon. Oui, il y a tout. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas que, justement, puisque dans ce séminaire, c'est une question, c'est quoi? C'est parmi les thèmes du séminaire. Faudrait-il que l'État congolais donne sa ligne de direction à ces banques-là afin qu'elles revoient leur politique? Tout à fait, Madame Lilas. Les banques sont régies par les ministères des Finances, donc par les ministres des Finances. Elles ont des licences de la Banque centrale. Parce qu'on dit en finance, la Banque centrale, c'est la banque mère. Donc, toute banque qui veut œuvrer dans un pays doit passer d'abord par le ministère des Finances. Le ministère des Finances, c'est la Banque centrale. Et la Banque centrale, c'est elle qui est en train de dicter les taux directeurs. Oui. Même en termes de crédit, aujourd'hui, lorsque vous voulez avoir un crédit dans une banque, c'est la Banque centrale qui a déjà donné les taux directeurs à toutes ces banques-là pour dire quelqu'un qui doit prendre un crédit, voilà, nous sommes à 17 ou 17%, quelque chose comme ça. Mais ici, il faut dire une chose, Madame Lilas. Les crédits, on ne les donne pas à n'importe qui. On ne les donne pas à n'importe qui parce que, je vous ai dit, même les mémoires de ma licence, je parlais ici la gestion des crédits dans une banque qui est vraiment un problème très criant dans notre société et partout ailleurs. Pourquoi? Parce que lorsque le crédit est mal donné, en tout cas, rassurez-vous que vous allez connaître ce qu'on appelle en finance la banqueroute, la faillite. Je disais ici, c'est très important que nous puissions demander aux banques de donner des crédits parce qu'aucun pays ne se développe sans crédit, aucune société ne se développe sans crédit. Lorsque vous êtes incapable d'acheter ce qu'il faut pour la fonctionnalité de votre entreprise et que vous puissiez vous faire des bénéfices, avoir les produits. Et donc, il faut que vous puissiez recourir auprès d'une banque. Mais maintenant, le problème ici, c'est de voir la solvabilité d'une personne qui est en train de solliciter un crédit, la solvabilité d'une entreprise qui est en train de solliciter un crédit et à quelle hauteur. C'est là où il y a un problème. Vous ne pouvez pas venir solliciter 50 milliards de dollars dans une banque et qu'on regarde. Et là, vous êtes en train de travailler, vous êtes incapable de réaliser les bénéfices. Et aussi, les crédits, lorsqu'on l'octroie, c'est en termes de l'échéancier, comme on dit. Ça doit être à court terme, à moyen terme et à long terme. Et quand on vous donne un tel montant, il faut maintenant qu'on puisse voir maintenant la durée de remboursement de ces montants-là. Est-ce que la banque sera à même de récupérer son argent et de récupérer aussi les intérêts ou les bénéfices qu'on est en train de dire? Et donc, ça pose problème. Je me dis, c'est bien d'avoir les crédits dans quel domaine? Moi, je vis, si nous pouvons... Le domaine agricole, par exemple. Dans les domaines agricoles, je suis tout à fait d'accord, madame, mais ça pose problème. Ça demande aussi que vous puissiez avoir les ingénieurs agricoles qui doivent étudier la terre, qui doivent voir est-ce que cette terre-là est rentable ou n'est pas rentable. Parce qu'on peut vous donner les crédits pour aller faire, je ne sais pas, l'agriculture et que vous arriviez, vous n'aviez pas une bonne hauteur, vous n'aviez pas à récolter les produits pour que vous puissiez rembourser au moment voulu. Et donc, ça va poser problème. Non seulement que ça va poser problème à la banque risque de fermer et on arrête même la personne qui avait eu ces crédits-là. Donc, moi, ici, je soutiens à ce que les banques
aide les entrepreneurs dans notre pays, mais tout en étudiant, bien entendu, les champs d'application de ces derniers. Est-ce qu'ils sont capables de rembourser à temps réel pour que la banque puisse se faire des crédits et donner à d'autres personnes qui sont en train de solliciter? Quand on vous fait un crédit, il y a toujours des suivis. Hein. Il y a des agents qui descendent sur le terrain d'abord avant de vous octroyer ce crédit-là pour voir la viabilité justement de votre entreprise. C'est ça que j'ai dit, madame. Oui. Mais vous savez, il y a toujours aussi des manœuvres dans ce monde-là. Quelqu'un peut venir chez madame Lilas et dire, écoutez, avec votre boutique, faites tout simplement que je puisse avoir les documents de cette boutique ici, et moi je vais aller solliciter les crédits. Voyez-vous, moi j'ai vu les gens qui sont venus me solliciter pour dire, monsieur, comme tu travailles quelque part, viens seulement signer que tu sois mon parrain dans une banque. Et la personne prend l'argent, elle fuit. Et quand elle fuit, moi, je n'ai pas cet argent pour rembourser, ça pose problème d'abord. Il y a des gens qui ont gâché leur maison. Qui ont gâché. Donc nous disons, aucun pays ne peut se développer sans les crédits. Même les FMI qui est en train, ce sont les crédits. Ce n'est pas parce que nous avons des dossiers. En Afrique du Sud, il y a même des crédits bail. Ici, je n'en vois pas, ce qui pose problème. Ici, chez nous, il y a des banques qui sont là, en train de travailler. Mais j'aurais voulu qu'il y ait même des banques qui acceptent de donner les crédits bail. C'est pour dire, une personne qui travaille quelque part, une personne qui a une affaire qui est quand même rentable, on dit, à la fin de chaque mois, voilà les montants que vous pouvez commencer à payer et on vous donne une maison. Ça va aider à ce que le Congolais puisse se développer. Mais il faut que la Banque centrale puisse, à son niveau, stabiliser d'abord la monnaie, ce qui est très important. Parce que quand nous sommes dans cette fluctuation monétaire, on ne sait pas les taux les matins. Bon, il faut dire quand même, c'est 5 mois. Oui, c'est stable. Mais quand vous avez quand même une monnaie instable, ça pose déjà problème. La monnaie doit être stabilisée. Et quand la monnaie est stabilisée, les banques doivent faire le travail comme il se doit. Madame Lilas, je vais chuter en disant, lorsque vous avez un taux de 20, vous aviez pris un crédit à un taux de 20, et demain, le taux n'est plus à 20, c'est à 25. Qui perd? La banque gagne? Oui, c'est vous qui perdez. Vous perdez. Oui. Mais comme on dit, toutes choses restant égales par ailleurs, la banque ne gagne pas, mais elle a une marge de sécurité de crédit. Merci. La coopération internationale axée sur les priorités de transformation économique de la RDC est aussi un outil de réalisation parmi ceux qui doivent être mis à la disposition de ces warriors-là pour atteindre leur vision. Alors moi, je trouve la question, quid de la clameur de certains politiques face aux différents traités qui ont été signés dernièrement entre Félix Tshisekedi et ses homologues rwandais et burundais? Y a-t-il un contrat gagnant-gagnant ou bien, on va le dire en lingala, Tshisekedi a zoté Kamboka, comme les gens sont en train de le dire? Bien, merci. Avant de répondre à cette question, je vais d'abord revenir sur ce qu'on disait à propos de crédit bancaire. Je sais que cette émission a aussi un caractère pédagogique. Il ne faut pas que les gens qui nous suivent à un moment donné puissent être perdus parce qu'ils ne sachant plus comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et par rapport à l'octroi des banques, je vous conseille, madame, au octroi des crédits plutôt par des banques, je vous conseille d'inviter sur ce plateau une fois un membre de la FEC et posez-lui la question par rapport à la facilité d'acquisition de crédits auprès des banques. Nous savons toute cette théorie, les banques doivent avoir des garanties que l'argent prêté sera remboursé à échéance, tout ça on sait. Maintenant, le respect de cette loi est mis à mal. Ça, je vous le conseille. Une autre fois, un membre de la FEC ici, je crois que nous apprendrons, vous et nous, des choses qui vont nous aider. Je serai de la maison, de là où je serai, je suivrai cette émission avec beaucoup d'importance. Mais par rapport à la coopération internationale, les priorités, les accords signés par Félix Tshisekedi, notamment avec le Rwanda et les Burundi, de toute façon, tout est encore flou. Je ne sais pas si, vous êtes journaliste, je ne sais pas si il vous est déjà arrivé de mettre la main sur une copie de ces accords. Pas encore. Nous avons suivi tout ce qu'il y a eu accord, mais nous n'avons pas encore de ces accords. Moi non plus. Alors, comment voulez-vous qu'on fasse des commentaires sur un texte dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants? Les quelques petites bribes d'informations que nous recevons. Et je pense qu'on ne peut pas faire un commentaire sérieux, scientifique, sur des informations que nous ramassons dans la rue, etc. Donc, personnellement... Parce qu'il y a des politiques d'un certain camp qui ont crié, on va dire, au bradage de nos richesses. Très bien, très bien. On peut crier au bradage de nos richesses. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'ils auraient déjà mis la main sur ces textes. Moi, je n'ai pas mis la main dessus. Je refuse de philosopher là-dessus. Mais tout ce que je peux savoir,
C'est que le régime sortant, le régime Kabila, avait presque placé ce pays en autarcie. Donc le pays n'a plus existé sur la scène internationale. Comme si le Congo était en train de se refermer sur lui-même. Mais que nous ayons à la tête du pays quelqu'un qui a un flair diplomatique et qui commence quand même à ouvrir le pays petit à petit. Cette diplomatie-là, c'est un bon recours pour atteindre aussi tous ces défis, cette diplomatie que d'autres taxes de dépensives, d'inutiles, vous pensez que c'est parmi les outils aussi? Non. Quand quelqu'un, s'il y a quelqu'un de bonne foi, sincèrement, s'il y a quelqu'un de bonne foi qui taxe la diplomatie de Tshisekedi, une diplomatie inutile, comme il y a un ami dont j'étais le nom aussi, qui a parlé d'une diplomatie de tourisme. Je me moque parce que, effectivement, Tshisekedi a fait des preuves. Aujourd'hui, nous avons par exemple un Congolais au conseil d'administration de la BAD, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Nous sommes en train de nous battre pour qu'il y ait notre secrétaire général de la SADC. Lui-même, il est à la tête de l'Union africaine. Et bientôt, il sera à la tête de... donc, je crois dans une année, il sera à la tête de la SADC. Donc, le pays est en train de s'ouvrir quand même. Vouloir ou pas, le pays est en train de s'ouvrir. Si quelqu'un taxe cette diplomatie des fantaisistes, des touristes, moi je me dis que ça... Bon, on comprend l'opposition, hein, parce que malheureusement, on nous dit que pour être opposant au Congo, lorsque c'est blanc, dites que c'est noir. Lorsque c'est rouge, vous dites que bon, c'est peut-être vert ou bleu. Mais lorsqu'on est vraiment sincère, la diplomatie de Félix Tshisekedi est une diplomatie efficace et agissante. Ça, toute personne de bonne foi doit le reconnaître. Maintenant, dire qu'elle est parfaite, c'est autre chose. Dire qu'elle est parfaite est autre chose. De toute façon, en diplomatie, la diplomatie, c'est la négociation aussi. On négocie. On perd ici, on gagne là-bas. Des œuvres parfaites, je ne pense pas. Non, il n'y en a pas, Mais du moins, nous, les humains, sur ce plan, je pense que ça progresse. Mais je vais quand même finir. Par rapport à cette question. Et au sujet de ces accords, j'ai quand même une pointe de regret personnellement. Félix Tshisekedi signe les accords avec les Burundais pour la construction d'un chemin de fer, tout ça. Mais il n'en connaît pas le coût. On pose une question, il dit bon, ça faut demander aux experts. Mais c'est quand même lui l'expert par excellence. Ne fût-ce que le coût. Parce qu'avant qu'on parvienne à signer cet accord, Tshisekedi et Ndayishimiye ne se sont pas rencontrés en catimini. Non. Il y a des experts des deux camps qui ont d'abord négocié. Et ce qu'on voit là à la télé en train de signer, ça c'est le parachèvement de la signature de ces accords. Mais un travail a été fait au préalable. Mais que les chefs de l'État disent comme ça devant les caméras du monde qu'ils ne connaissent pas le coût. Maintenant, si on vous dit que le coût c'est 180 milliards, et vous avez déjà signé un accord. Et vous allez vous dire, non, je ne savais pas que c'était 180 milliards. Non, je crois que ça, c'est quand même une faiblesse dans le service de communication du chef de l'État. J'ai dit avec pas un politique, mais avec un conseiller du chef de l'État, qui j'ai posé cette question de dire, mais qu'est-ce qui se passe avec le chef de l'État lorsque ces réponses évasives, genre, je n'étais pas au courant. Oui, je ne sais pas, oui. Il m'a dit que c'était une stratégie. Alors, si c'est une stratégie, mais mademoiselle, madame, toute stratégie n'est pas forcément bonne. Hein? Il y a aussi, non, mais déjà sur le plan communicationnel, c'est déjà un fiasco. Sincèrement, c'est un fiasco. Le président a tapé à côté. Il aurait dû répondre autrement que de dire, bon, je ne sais pas, il faut demander aux experts. Et en ce moment-là, un journaliste serait en train de chercher dans la salle où est l'expert à qui je vais poser la question. Non, malheureusement. Malheureusement, non. Voilà, on va chuter avec le... Madame, je peux intervenir par rapport à ça d'abord. Vous avez parlé, mais laissez-moi parler. On n'interrompt pas la journée. Non, parce qu'il a parlé des choses... Laissez-moi, voilà. Valeurs, principes, les règles éthiques et déontologiques, lutte contre les antivaleurs, la corruption et le crime organisé. C'est le troisième thème de ce séminaire. Alors, comme je le disais plus haut, n'est-ce pas, la réelle épine, on va dire la corruption, c'est pas ça peut-être la réelle épine qui empêche ce pays de décoller. Vous y répondez et ensuite vous chutez avec votre observation par rapport à ce que M. Walter a dit. Oui, madame, écoutez, nous ne pouvons pas permettre, si c'est plateau, qu'on dise qu'au président de la République, il a tapé à côté. Il faut d'abord que nous puissions... Ensuite, vous chutez avec cette observation. Si vous... Les réelles épines? Oui. La question?
Voilà, je sens que vous avez perdu, votre fil d'idée. Je recommence pour vous. Je disais que le troisième thème de ce séminaire, c'est valeurs, principes et règles éthiques et déontologiques, lutte contre les antivaleurs, la corruption et le crime organisé. Alors tout ça, ne pensez-vous pas que c'est la réelle épine qui empêche ce pays de décoller? Je n'avais pas perdu le fil d'idée, mais je voulais d'abord rencontrer les aspirations de mon ami. Maintenant, je vous réponds, je vais répondre. Oui, madame, vous savez, dans notre pays ici, nous avions connu les hommes qui sont plus riches que la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que ces gens ont eu à accepter la corruption et vivent dans la corruption. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas redevables vis-à-vis de la République. C'est ce qui nous a fait très mal. Je pense, lorsque l'on lutte pour la corruption, lorsque l'on appelle aux gens d'avoir une bonne éthique dans la gestion de la République, vous allez voir ce qu'on a dit avec Walter ici, que la justice sera distributive. Il y a un professeur qui nous a donné les cours de finances en deuxième licence, Makala, qui nous disait « Les revenus nationaux est très mal partagé ». Pourquoi, madame? Nous avons ici certaines personnes, une fois nommées directeur général, ministre, je ne sais pas qui, la personne se dit « c'est mon tour ». Il faut détourner de l'argent. D'où la pertinence et l'importance de ces séminaires qui est en train de dire aux gens non seulement qu'il faut bien gérer, mais il faut être aussi propre. Il faut être aussi propre. Il faut être sans reproche dans la gestion. Lorsqu'on doit arriver, madame, à respecter les deniers publics, lorsque l'on doit combattre la corruption, en tout cas, ce pays doit aller de l'avant. Je salue les efforts fournis par l'IGF. Je salue les efforts fournis par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui j'appelle les produits finis de la population congolaise, Félix Tshisekedi. Lorsqu'il imprime l'état de droit, lorsqu'il combat la corruption, nous sommes en train de voir avec vous aujourd'hui, madame, comment est-ce que les recettes de l'État sont en train de connaître une dilatation en termes de maximisation de profit. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même quelque part la bonne volonté en train de combattre la corruption. Je suivis quelqu'un qui me disait dans les couloirs, en tout cas, Tshisekedi a tenu les taureaux par la corne, la corruption. Ce qui a gangréné ce pays ici, madame, ce qui a freiné le développement de notre pays, c'est la corruption. Ce qui a fait que nous puissions avoir les maladies, que nous puissions avoir des écoles non construites, que nous puissions manquer des infrastructures modernes, madame, c'est la corruption. Voyez-vous, on va vous dire, écoutez, nous avons un montant qu'il faut pour que nous puissions construire telle route, telle école, tel hôpital. 2-3 mois après, vous trouvez l'hôpital dans son état initial, l'école dans son état initial, mais l'argent, ce sont les individus qui se sont partagés. Et donc, moi, je dis, c'est très important avec ces séminaires, la lutte contre la corruption, l'éthique professionnelle et tout, ça doit nous aider que nous puissions avoir un pays émergent et un pays qui doit être modernisé de par les ressources que nous en avons. Pourquoi aujourd'hui nous disons, nous avons beaucoup d'argent, mais quand vous regardez les peuples, c'est les peuples les plus pauvres du monde. Vous dites que non, vous avez des richesses et tout, mais quand vous regardez les coûts de vie, madame, en tout cas, c'est zéro. Donc moi, je me dis, il y a un problème sérieux. Si l'État congolais doit changer, l'homme congolais, madame, et donc on aura à maximiser des réussites. C'est pour cela que nous avions créé, avec les Wissel Mutoke, les Paplis et autres, la dynamique des intellectuels acquis au changement. Pourquoi nous avions créé cette structure, madame? Parce qu'on s'est dit, si l'intellectuel congolais doit connaître un changement dans sa vie, et donc on aura des bonnes choses dans notre pays. J'ai dit ceci, madame. Quand mon ami Walter dit que le président a tapé à côté, non, écoutez, le président n'a pas tapé à côté. Le président, c'est un homme le plus niais informé de la République. Aujourd'hui, nous parlons, monsieur, vous devez savoir, il y a ce qu'on appelle la division du travail. Quand les Marx a parlé de la division du travail, ce n'est pas au président de la République de vous dire c'est un tel montant. Non, non. Nous avons les ministres des Finances, nous avons les ministres du budget, nous avons les ministres dans les secteurs de la route, des infrastructures. Ce sont ces gens-là qui doivent vous dire, oui, ça doit nous coûter autant. Mais ce n'est pas au président de la République qu'on doit poser cette question. Et même si le président de la République avait répondu, en tout cas, c'était par courtoisie. Ce journaliste-là, je ne sais pas si
il était vraiment dans sa peau, mieux formé, de poser une telle question au président. Écoutez, nous ne pouvons pas demander au président de la République de tout faire. Sinon, on fera d'un président robot. Chaque personne a un secteur où elle est en train d'évoluer, et donc ce n'est pas au président de la République de demander ça coûterait combien. Ça, ce n'est pas normal. Nous devons respecter le président de la République. De deux, ici, le président de la République n'était pas parti là-bas pour donner les montants. Le président était avec son homologue pour lancer l'ego, signer ce qui devait être fait. Ce n'était pas pour donner les montants. Par rapport, madame, à la question que vous aviez posée, de notre accord avec le Rwanda, je chute en disant, notre or était volé d'une manière illicite. Mais aujourd'hui, vous avez un président de la République qui dit, nous devons être dans les systèmes de gagnant-gagnant. Nous vous donnons l'espace. Vous produisez, nous sommes en train de récolter nos impôts, nous sommes en train de faire les affaires 50-50. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment l'idée, c'est ça. C'est pour dire, le Congo doit gagner et le Rwanda doit gagner. C'est les devises qui vont entrer dans notre pays. Je ne vois pas les mal là-bas. Pourquoi vous voulez laisser la richesse congolaise inexploitée et qu'il y ait les gens qui sont en train de voler cela? Et là, nous acclamons. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui vous dit, écoutez, je veux que nous puissions collaborer d'une manière tout à fait normale et régulière, nous montons au créneau. Et aussi, madame, cela doit réduire même les crimes qui se commettaient de l'autre côté. Si on tuait, si on violait, c'était pour voler. Maintenant que nous sommes dans la régularité, je pense qu'il n'y aura même pas les crimes, mais plutôt ce sont les devises qui vont entrer dans notre pays. Alors, on va pas dire de manière expéditive, mais réduisez vos temps de parole, s'il vous plaît, parce que c'est la dernière question et l'émission est à sa fin. Je suis et serai le seul qui devra rendre compte au peuple congolais et non à une autorité morale ou un chef d'un parti politique, a martelé Félix Tshisekedi. Alors, en tant que seul comptable, quelles seront les décisions contraignantes que Félix Tshisekedi devra prendre vis-à-vis de ceux qui ne vont pas l'aider à matérialiser sa vision? Bien, merci. Merci. Ok, merci madame. Je ne suis pas dans la tête de Félix Tshisekedi pour savoir quelle décision il prendrait. Mais je me dis ceci. Et au début de l'émission, j'ai noté ce que notre ami a dit. Après les séminaires, il doit y avoir une évaluation. C'est tout à fait normal. Alors, parce qu'ici, nous parlons des corruptions, des valeurs, des principes, des éthiques, tout ça. Mais moi, je me dis qu'il y a quand même un critérium sur base duquel les ministres ont été nommés au gouvernement. Bon, je suppose qu'ils ont rempli ces critères. Ils sont là. Mais sur le plan de la performance, ils doivent faire de preuves. À tout à l'heure, là, je suis d'accord avec lui. On a parlé du ministre Tony Mwaba. Je suis moi-même enseignant. C'est un secteur que je suis beaucoup. Je suis satisfait de ce qu'il fait. Il y a Moïne Donzangi, par exemple, à l'enseignement supérieur universitaire. Même s'il y a des choses dont je ne suis pas d'accord avec lui, mais dans une large mesure, il mouille les maillots, il est sur terrain, il travaille. Il y a Nico Kazali aux finances. On voit ce qu'il fait. Bon, il y a aussi le ministre de l'économie, tout ça, la ministre, c'est une dame. Hein? Bon, ça promet quand même. Mais pour les autres, s'il n'y a pas de performance... Non, c'est un ministre. C'est un monsieur, hein? Oui, okay. Kalumba. Ok. Ah non, celle que j'ai vue là, c'était la ministre auprès du président de la République, je crois. Auprès du chef de l'État, je crois. Ou je vais charger des relations avec le Parlement, quelque chose de pareil. Mais de toute façon, qu'est-ce que les chefs de l'État devaient faire? Lorsque un secteur est animé par quelqu'un et qu'on voit que dans ce secteur, les choses ne décollent pas, absolument, il faut changer. Il nous a parlé du bic rouge. Nous aimerions que les bics... Ça pas mal la coalition. Non, écoutez, la coalition doit comprendre, n'est-ce pas, que ceux qui vont... L'union sacrée, madame. Oui, c'est une coalition. La coalition doit comprendre que ceux qui sont au gouvernement, s'ils travaillent bien, c'est au profit de cette même coalition. Non, oui, au profit de la coalition. Si par exemple une plateforme, un parti politique a ses délégués dans la coalition et que ces délégués travaillent bien, mais le parti en tire profit. Mais si les délégués travaillent mal, les partis en sortira perdant. Alors, de cette façon, ceux qui n'auront pas fait preuve de performance devaient tout simplement être remplacés. J'ai dit, bon, monsieur, vous m'avez envoyé tel. Il n'est pas performant, je vous le renvoie à la place, donnez-moi un autre. Je crois que qu'à la place, on prend... Non. Mais je vais... Les quotas, oui, les quotas doivent être respectés. Oui. Mais je me dis quand même, je vais dire à mon ami en face que je n'ai pas manqué du respect au chef de l'État. Loin de là. D'accord. Loin de là. Mais je dis que, effectivement, je dis que... Mais quand tu dis mais encore, ça pose problème.
Non, j'ai dit ceci. À cette question, très sincèrement, de la manière la plus objective et la plus sincère, la réponse n'a pas été satisfaisante. Selon toi. Peu importe tout ce qu'on peut dire, Merci. mais j'ai dit que la réponse n'a pas été satisfaisante. Selon toi, tu es libre. Félix, bien sûr. Oui. C'est un débat. Oui. C'est la démocratie, n'oublions pas. Hein. Nous sommes en démocratie. Mais la majorité disent que c'est ce qui a des raisons. La majorité, c'est vous seul sur ce plateau. Moi, je n'ai rien dit. Voilà, quelles sont les décisions contraignantes pour vous que le chef de l'État doit faire? Oui, madame, je voulais dire ceci. Il faut que nous puissions nous habituer aux nouveaux vocables. Nous ne sommes plus dans une coalition. Parce que quand on parle de la coalition, s'il vous plaît. Oui, c'est les Français. C'est les Français. Quand on parle de la coalition, on va encore l'ancienne coalition. Là, non, c'est une coalition. Nous sommes dans une union sacrée. C'est ce que pense la majorité que nous constituons, Walter et moi. Non, c'est une fausse majorité. Voilà, Dites-nous de la farce. merci. Ok. Nous sommes dans une union sacrée. Madame, je pense que par rapport à la question que vous aviez posée, c'est très important que les gens comprennent qu'ils sont au service de la nation et non au service des individus. Okay. Et ça, le président de la République en a rappelé pour que les ministres qui sont là doivent comprendre que si nous étions nommés, ce n'est pas pour que nous puissions rendre compte à une autorité morale quelque part, mais plutôt c'est pour que nous puissions travailler pour la République. Il y a le cas des jurisprudences, hein, comme on dit. Vous savez, quand nous étions dans la coalition, avant que nous puissions être dans l'union sacrée, il y avait ces problèmes où les ministres rendaient compte à leur autorité morale. Oui. Mais ici, il n'y a pas question d'autorité morale. Il est question de la République démocratique du Congo. Avant de venir ici, on a parlé avec certains conseillers de différents ministères. Ils nous ont dit, en tout cas, les ministres disent que nous sommes là pour la République et non pour un individu. On l'espère. Et quand on doit travailler pour la République, vous allez voir que les choses vont changer dans notre pays. Il faut que nous puissions connaître cette imitation de l'homme, que nous puissions arriver à un niveau où on dit comment la République doit vivre. Qu'est-ce que je dois faire pour que la République puisse vivre? Il ne faut pas rester là en train d'aller soutenir les individus, d'aller soutenir les immères de gens. Et vous allez vous rendre compte, madame, on doit faire encore les surplaces, les cycles viciés. Mais avec cette mutation de l'union sacrée, en quittant la coalition avec le FCC, je pense que les choses vont changer. Et les ministres qui sont là, les DG qui seront nommés ou qui sont déjà nommés dans les différentes entreprises comme intérimaires, doivent travailler pour la République démocratique du Congo, qui est notre patrimoine commun. Merci, Félix Kayembe. Merci, Walter. Merci, madame. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Plamedi. Merci, Glody. Merci, Dépitu à la réalisation. Merci, Bakar Bailorev, chef de plateau. Et à vous, à M. Russell Moutoké qui a voulu nous suivre dans les loges. Merci aussi d'avoir été là. Donc, nous serons encore avec vous ce lundi. Mais entre-temps, nous restons avec vous en rediffusion à 21h30 aujourd'hui et pendant tout le week-end. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.